qu'il y a une dizaine d'années, Bercy avait voulu faire de la place de Paris une place forte pour la finance carbone. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Ça a été un échec retentissant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est mieux armé pour devenir le Londres de la finance verte? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a toutes les cartes en main. Si je regarde entre guillemets, les places concurrentes, je les range grosso modo dans le rapport en deux types de places. Il y a des places qui ont beaucoup réfléchi aux méthodologies, qui ont beaucoup réfléchi à ce que ça veut dire, à comment il faut définir ces sujets-là, ce que j'appelle un peu les places avant-gardistes, et je pense que la place de Paris en fait partie. Grosso modo, il y a la place d'Amsterdam, la place de Paris, la place de Stockholm. On fait partie de ceux qui ont des acteurs individuels qui ont beaucoup réfléchi à ces questions-là. Si je compare par exemple à des places en dehors de l'Europe. Ensuite, il y a des autres places qui sont, de par leur dimension, notamment la place de Londres et la place de New York, des acteurs de normalisation hors du commun. C'est-à-dire qu'elles sont plus en retard sur les méthodologies, mais le jour où elles en soutiennent une, il y a la probabilité que celle-ci gagne assez vite cette traction pour devenir une norme internationale est très élevée. Nous, on est un peu entre les deux, et c'est là où on a, je pense, une position idéale, c'est qu'on a à la fois une dimension de place qui est objectivement pas comparable en soi à New York ou à Londres, mais qui est assez large pour devenir une place monde, et on a l'expertise interne aux différents acteurs de la place. La faiblesse que moi, je trouve qu'on a collectivement en tant que place de Paris, ou que la place de Paris a collectivement, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont très à la pointe interne, c'est-à-dire individuellement, qui développent des méthodologies individuelles, mais qui ont souvent du mal à se mettre d'accord autour d'une table pour se mettre derrière un seul processus, une seule grammaire ou une seule méthodologie. Et éventuellement, c'est ce processus-là, c'est-à-dire le processus d'agrégation derrière une certaine norme, derrière une certaine grammaire, qui va faire la réussite d'une place. On pourra finir, il est possible qu'on finisse avec 6 acteurs de très grande taille, qui ont des méthodologies très avant-gardistes, très poussées, très bonnes, mais en fait, qui seront des méthodologies qui seront dépassées tout simplement parce qu'elles n'ont pas la masse critique pour devenir des méthodologies qui s'étendent au-delà de leurs propres organisations. Donc moi, je pense que c'est la grande faillite, et c'est pour ça que je propose cet organisme Choose Paris, qui a vocation à regrouper à la fois les chercheurs, la recherche appliquée et l'industrie financière avec les ONG, pour essayer justement d'en faire sortir des consensus que la place de Paris peut après porter collectivement. Je pense que c'est la condition à son succès. Hein. D'accord. Et là, pour le coup, la puissance publique n'a pas grand-chose à faire. Ce n'est pas du tout de son ressort. Non, alors la puissance publique n'a pas de lien, c'est là où je dis qu'il y a une grosse responsabilité qui revient à la place. Après, il est très clair que la puissance publique peut prendre des positions. Elle peut encourager ce genre d'initiative. Et moi, j'ai vu Bruno Le Maire, quand je lui ai rendu mon rapport, on a eu une longue discussion de ça. Je pense que Bruno Le Maire est très en soutien de cette initiative. Donc, ce qui est très clair, et là où je partage ce que vous dites, c'est que, la puissance publique n'a pas de levier direct dessus, et que 2, elle n'a pas à en avoir. Enfin, je veux dire, au fond, ce n'est pas à la puissance publique de dire comment les acteurs se parlent entre eux. S'il y a des problèmes à faire, on doit les lever, mais on peut l'encourager. Et je pense que le rapport est une façon de l'encourager, et que la position du ministre le sera aussi. Donc, je pense qu'il y a une vraie volonté publique de voir ceci arriver. Mais je partage votre avis. Éventuellement, si les acteurs de la place sont extrêmement réfractaires à se mettre d'accord et refusent de se mettre d'accord, en ce cas, on ratera une opportunité. Mais c'est une condition, à mon avis, existentielle si on veut exister demain dans ce domaine-là. Ça fait plusieurs années qu'il y a des colloques réguliers sur cette question-là, organisés par Paris Place ou d'autres. Quels sont les leviers actionnés pour que, enfin, les gens se mettent autour de la table, s'accordent sur des méthodes, une grammaire, vous le disiez, sachant que à l'étranger, les autres acteurs ne sont pas inactifs. Hein. Ce matin, il y a les 4 plus grands cabinets de conseil et d'audit qui proposent leurs propres normes ESG. Il va y avoir une vraie concurrence, là, pour le coup. En tout cas, oui, il y a un arbour qui est déclenché. Il va y avoir une vraie concurrence. Moi, je pense qu'il y a une première étape, c'est de passer de l'organisation de colloques à créer un organisme dans lequel on produit plus que des colloques. Et
c'est là où la puissance publique peut avoir un rôle. Moi, dans mon rapport, je recommande par exemple que la gestion des labels de fonds soit éventuellement passée à cet nouvel organisme qu'on créerait avec une direction qui serait plus ou moins paritaire entre chercheurs et industrie financière. C'est ce qui fait par exemple en Belgique avec les labels. Donc moi, si vous voulez, ce que je propose à la place intellectuellement, c'est de créer, si on réussit de créer un organisme qui ait cette capacité-là, qu'on lui donne des responsabilités supplémentaires qui, pour l'instant, sont des capacités que l'État garde parce qu'il n'y a pas d'organisme susceptible de réussir à remplir ce rôle. Donc si vous voulez, je crée une incitation, si vous voulez, à ce regroupement par la responsabilisation de l'organisme qui pourrait être créé. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Sur la question de l'audit, je pense que ce qui est essentiel et ce qui m'a interpellé, alors ce qu'on a essayé de faire dans le rapport en voyant près de 150 acteurs de la finance verte, c'est de retracer le chemin de la donnée non financière, données carbone mais aussi autres données, depuis sa conception, en passant par toutes les obligations réglementaires, jusqu'à sa réintroduction dans le marché à travers des indicateurs ESG ou des labels ou tout ce que vous voulez. Et c'est un chemin assez compliqué qui passe par plusieurs acteurs où il y a de l'agrégation, de l'estimation, de la normalisation et ainsi de suite. Moi, ce que je pousse, et je pense que c'est une recommandation très importante, c'est de dire que cette donnée non financière est éventuellement un bien public qui doit être disponible pour chacun. Moi, j'appelle de mes voeux la création d'une base de données ouverte à tous les acteurs financiers et d'ailleurs non financiers, standardisée, mais gérée par le privé parce que cette base de données doit s'agréger au système financier, c'est-à-dire qu'elle doit développer une interaction commerciale avec le système financier pour pouvoir être en mesure d'être l'outil de préférence et de référence des acteurs financiers. Donc, elle remplirait à la fois un service public de délégation, c'est-à-dire qu'elle aurait pour rôle et pour obligation de donner toute cette donnée de façon neutre et transparente. Et ensuite, elle pourrait, selon par exemple, alors le modèle que je défends, c'est que l'utilisation qui est faite de ces données pourrait dériver des revenus. C'est-à-dire qu'elle pourrait proposer des services basés sur l'utilisation qui est faite de cette donnée. Vous me dites si je suis un peu confus, parce que ce n'est pas évident à entendre comme suggestion. Et pour le faire très simple, c'est un peu le modèle Google. Vous pouvez faire votre recherche, c'est gratuit, mais derrière, Google utilise les recherches qui sont faites pour en dériver un business model. La base de données, l'idée, c'est la même. C'est-à-dire que toutes les données financières, à même titre que les données financières, sont standardisées, offertes au marché. L'organisme qui le fait peut dériver des revenus de l'utilisation que le marché fait de ces données financières. Je pense que c'est ça qui, créera de la véritable concurrence et de l'innovation, parce que tout le monde aura accès aux mêmes données, et c'est ça qui créera, de la comparabilité, parce que tout le monde partira de la même donnée. Donc, je pense qu'à ces deux choses, c'est essentiel. Quelles sont les suites qui ont été données à votre rapport? Est-ce qu'il y a déjà des réflexions engagées, des actions en cours, ou pour l'instant, nous sommes en stand-by? Non, alors, comme je disais, il y a des recommandations différentes. Donc, sur la recommandation de la place de Paris, c'est une décision qui revient aux acteurs financiers. Il y a des allers-retours. J'ai des échanges avec beaucoup des acteurs sur comment ça pourrait prendre. Moi, vous savez, depuis le début du rapport, je suis un peu réfractaire à l'idée qu'on produit un rapport pour avoir des recommandations qui sont photocopiées dans le droit. C'est pas comme ça que ça marche. Je mets sur des idées et je suis tout à fait sûr qu'elles vont être, et d'ailleurs c'est une très bonne chose, qu'elles vont être amendées et utilisées de façon… Enfin, l'idée, c'est qu'elles inspirent des vraies recommandations. Donc, sur la place financière, je pense qu'il y a une vraie réflexion qui se fait aujourd'hui sur comment la place devrait se structurer et que mon rapport y contribue. Sur certaines recommandations, il y a une reprise très claire de la recommandation. Je vous prends un exemple. Je recommande la création d'un label transition qui aurait une importance considérable puisqu'il servirait ensuite à indexer une partie de l'épargne réglementée. La ministre Pompili, à qui j'ai remis le rapport également avec Bruno Le Maire, a annoncé il y a une semaine et demie au Forum de Giverny que le ministère commençait à travailler pour développer ce label. Donc, il y a des recommandations qui sont prises, entre guillemets, texto et qui sont déjà… qui commencent déjà à porter fruit, même si évidemment il faut les développer. Donc il y a des recommandations où les ministères vont travailler dessus. Je pense par exemple à l'idée de mettre des indicateurs, l'idée de mettre des critères dans certaines dotations de l'État relatifs à l'efficacité énergétique. Ça, c'est quelque chose que je porterai par amendement. Il y aura des discussions avec le gouvernement, mais on essaiera de faire atterrir.
il y a certaines choses qui sont déjà en train d'être développées par les ministères, qui sont déjà engagées dans cette voie-là. Et puis, il y a certaines choses qui dépendent de la place et qui vont être le fruit d'un dialogue constant, mais je pense qu'ils arriveront sans imaginer que ça sera pris texto, qui arriveront à une évolution des choses. Et typiquement, est-ce que le grand régulateur de la place, Paris Place, et puis la Banque de France d'un autre côté, est-ce que c'est des recommandations qu'ils entendent ou pour l'instant, elles les étudient? Bah, pour l'instant, elle est étudiée. Donc, par exemple, moi, j'ai proposé l'idée qu'il y ait une formation qui soit accréditée par l'AFM. C'est des discussions que j'ai avec l'AFM. C'est une discussion qui a été portée parce que c'est quelque chose que, par exemple, le régulateur singapourien fait. C'est un régulateur qui s'est investi un peu sur le sujet de la finance verte récemment. Donc, ça, c'est des questions qu'on est en train de travailler avec l'AFM. Mais c'est à nouveau des questions qui doivent être aussi faites en parallèle avec la place. Donc, si vous voulez, il y a une question aussi de faire avancer la place sur ce sujet-là. Moi, une des choses qui m'interpelle qui m'a interpellé dans toutes les auditions qu'on a menées, c'est quand vous parlez de finance verte à des financiers, en France, à Paris, ils vous disent tous, et à juste titre, que Paris est très à l'avance sur la question. Et puis après, quand vous leur demandez où est-ce que vous allez faire former vos cadres sur la finance verte, ils vous disent tous qu'ils vont se faire former à l'étranger. C'est quand même remarquable. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on crée les conditions. Si nos banques sont celles qui sont à l'avance sur ce côté-là, qu'on a les expertises en France pour le faire, il faut qu'on crée les conditions pour que ça soit disponible en France, pour que le réflexe premier d'un PDG d'une banque qui veut former ses équipes, ça soit de dire « je sais exactement où les envoyer en France, dans quel institut les envoyer ». Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et pour le coup, là aussi, il y a des progrès. J'ai vu d'ailleurs que suite au rapport, je crois que c'était l'Université de Montpellier qui a lancé maintenant un master entièrement dédié à la finance verte. Donc, il y a plusieurs des recommandations qui sont prises peu à peu, pas seulement par les régulateurs, mais aussi par des administrations, entre guillemets, séparées directement de la gouvernance de l'État. D'accord. Est-ce que vous êtes satisfait, parce que ça fait partie du sujet de la… Comment dire, du niveau où on est arrivé, le débat sur la taxonomie financière. On a trouvé une espèce de modus vivendi pour satisfaire à la fois les antinucléaires et les pro-nucléaires. Est-ce qu'on doit en rester là ou est-ce qu'il faudra définitivement trancher cette question? Vous savez, moi, une des choses que je pense sur la finance verte, et je le pense sur plusieurs sujets. Je parlais du budget vert de l'État récemment, je le pense sur le budget vert de l'État. Je parlais des stress tests que les différentes banques centrales font auprès des banques sur leur exposition au changement climatique, et je pense la même chose. Et j'étendrai la même réflexion à la taxonomie, c'est que, objectivement, on apprend un peu en marchant. Et qu'il y a un processus d'itération où l'idée et l'objectif, ça doit être que chaque année, tous ces processus s'améliorent. Quand on se penche sur la première fois sur faire un budget vert, on fait ce qu'on peut, mais c'est extrêmement compliqué. L'année prochaine, on fera mieux et on s'améliorera au fur et à mesure. Pareil pour les stress tests, à la fois du côté régulateur et du côté banque, on apprend, on découvre qu'il y a des manquements, on découvre que les choses ne sont pas très claires, et ainsi de suite. Et au fond, j'étendrai la même chose à la taxonomie. Le succès qu'on a politique est indéniable et très important. Est-ce qu'il est parfait? Peut-être pas, il peut être amélioré. Mais aujourd'hui, je pense que il faut qu'on se concentre sur deux choses. C'est que cet outil qui est formidable d'un point de vue politique, qui a été développé, qui est quand même très compliqué, soit mis en œuvre véritablement dans le secteur privé en s'améliorant chaque année pour qu'on arrive véritablement à en tirer des bénéfices et à avancer là où il y a le plus de bénéfices. Donc, je pense que maintenant, on est vraiment dans une période qui est souvent moins sexy pour beaucoup d'observateurs et qui est la période de passer de la grande réunion concept des experts de Bruxelles à comment est-ce qu'on met ça en œuvre dans les investissements d'un fonds, comment est-ce qu'on met ça en œuvre dans les investissements d'une banque, dans le balance sheet d'une banque et ainsi de suite. Et ce truc-là, c'est beaucoup moins accessible. Et il va avoir, je suis sûr, des allers-retours où il y aura des problèmes avec la taxo en elle-même, il y aura des problèmes de mise en œuvre dans certaines des banques ou dans certains des fonds, il faudra faire avancer, etc. Mais je pense que ce qui est très important maintenant, c'est pas tant qu'on se penche directement sur la prochaine étape, la prochaine grande bataille politique, mais c'est de faire en sorte que l'outil qu'on a développé, qui est très complexe, commence véritablement à irriguer
et à pénétrer dans le secteur financier et à avoir une utilité pour réorienter les entités financières. La prochaine bataille politique, après, pour moi, c'est moins la priorité absolue aujourd'hui. Vous avez en gros une douzaine de minutes encore à nous accorder. Est-ce que mes confrères et consoeurs ici présents veulent participer au débat? Avez-vous des questions, Camille, Hugo? Visiblement, pas encore. Comment vous allez justement irriguer dans vos idées, enfin, distiller vos idées plutôt dans le prochain débat au hasard du PLF 2021, pardon. Est-ce qu'il y a des choses que vous comptez faire passer, vous allez tenter de faire passer via des amendements? Oui, alors, il y a plusieurs choses qui sont pour le coup vraiment du ressort et qui sont entre guillemets amendables, qui peuvent être envisagées. Moi, je suis en train de travailler pour savoir si, par exemple, dans la DTER, on peut faire évoluer la DTER pour prendre en compte des critères de rénovation thermique, c'est les dotations et la DGF, mais bon, on est en train d'expertiser ça, de travailler avec les collectivités pour faire avancer, pour essayer de comprendre comment c'est faisable, parce que je pense qu'il faut une incitation des deux côtés, c'est-à-dire que on peut libérer beaucoup de capital qui s'oriente vers la rénovation thermique. Il faut en même temps inciter à l'émergence de projets de rénovation thermique pour qu'il y ait un match entre les deux. Si jamais on a l'un sans l'autre, on a un problème. Donc, je pense qu'il faut qu'on crée les incitations sur les deux côtés. C'est une recommandation que je fais. Et l'idée, c'est d'avoir des critères qui graduellement offrent une trajectoire avec une incitation croissante de dotation, avec un impact croissant sur la dotation pour encourager les collectivités à pousser derrière. Donc, il y a des trucs très, 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 entre guillemets, amendables. Dessus, il y aura aussi des amendements d'appel qui auront vocation à encourager le gouvernement à continuer à travailler sur certaines choses, la belle transition et ainsi de suite. Et il y aura évidemment, il y a en ce moment, je dois d'ailleurs parler à plusieurs collègues à ce propos dans quelques mois, il y a cette discussion sur les contreparties où on réfléchit comment ça s'articule, parce qu'il y a mes suggestions qui sont souvent, et c'est peut-être une des faiblesses du rapport, qui dépendent de la création d'outils qui n'existent pas aujourd'hui immédiatement. Et puis, il y a le débat sur les contreparties, où il y a des idées qui sont un peu avoisinantes, et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose qui tourne, entre guillemets, et qui regroupe un peu ces idées. Moi, je pense que l'idée du label transition, ou l'idée de l'indicateur de Paris, l'indicateur de Paris, c'est le concept parfait. Si vous voulez, une fois que vous avez l'indicateur de Paris, de température de Paris, vous avez un concept tout englobant. Mais comme je suis très conscient de la complexité de développer cet indicateur, je propose des outils qui sont plus restreints à certains outils financiers, donc le label pour les fonds d'investissement, la création de standards pour les obligations, ce qu'on appelle sustainability linked, c'est-à-dire les obligations indexées sur les performances environnementales, sont des façons très efficaces qu'on pourrait développer, d'orienter l'investissement et de mettre de la conditionnalité et des contreparties si on avait ces outils. Parce que pour moi, ce qui est très important maintenant sur le climat, c'est qu'il faut qu'on concilie avec les objectifs préexistants des tuyaux d'investissement un objectif climatique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on doit remplacer l'un par l'autre. Donc, dans la finance privée, vous avez le risque et le retour, et qu'il faudrait remplacer l'un des deux par la finance verte. C'est au fond le fondement de toutes les idées de changer les règles prudentielles. Ça veut dire que vous jouez sur le risque, vous changez les retours, etc. Moi ce n'est pas la philosophie du rapport. La philosophie du rapport, c'est de dire, dans tous les différents cadres, privé, c'est risque et retour. Si je prends la Caisse des dépôts, c'est risque et retour, évidemment, mais en plus, il y a une vocation, par exemple, de financement de logement social. Ils vous disent, mais on ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Moi ce n'est pas la réflexion que je dis. Je dis, il faut ajouter à la dimension, par exemple, sur la Caisse des dépôts, le financement du logement social, une dimension verte, non pas la remplacer. Et c'est pour ça que l'agilité, si vous voulez, du label transition, l'agilité de l'indicateur, c'est qu'elle ajoute cette dimension plutôt que de remplacer une des dimensions essentielles du processus décisionnel à l'origine. Et je pense que c'est vers ça qu'on devrait s'orienter dans le débat sur les contreparties. Camille Vini vous pose une question, je vous la lis. Les propositions focalisent souvent sur l'énergie et le climat. Y a-t-il des propositions qui prennent d'autres problématiques en compte, au hasard la biodiversité?
Oui, alors c'est une très bonne question, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée au début. Moi, j'ai fait un choix que j'ai écrit d'ailleurs dans le rapport arbitraire, parce que le Premier ministre m'a demandé de me concentrer sur la finance verte, de me concentrer sur la finance verte au sens climat du terme, et de ne pas passer énormément de temps à réfléchir sur sur la dimension S et la dimension G, en gros, sur la dimension C et la dimension G. Non pas parce que je pense qu'elles sont moins importantes, non pas parce que je pense, mais je pense juste que je suis parlementaire pendant 6 mois, il fallait dessiner un périmètre à ce rapport. C'est déjà très, très complexe d'essayer de comprendre précisément la donnée financière, etc. Donc, je voulais me concentrer sur quelque chose de très clair dès le début. Donc, j'ai fait le choix, et ce n'est pas du tout un jugement émis sur les autres types de finances, responsables, etc., de m'orienter et de travailler le plus possible sur la finance verte. Après, j'ai mis dedans certaines recommandations sur la biodive. La seule chose que je dirais, et c'est quelque chose que je dis dans le rapport, c'est que je pense que sur la donnée climat, il y a une maturité qui est différente que sur la biodiversité, et d'ailleurs différente que sur beaucoup d'indicateurs sociaux, qui sont très compliqués à cause des différents systèmes sociaux qui peuvent exister, même au sein de l'Union européenne, pour toutes sortes de raisons qui sont beaucoup plus compliquées. Donc ce que je dis, c'est que sur la dimension climat, on est à un moment où il y a une maturité de marché, une maturité scientifique sur la cause, sur le calcul, la normalisation possible, où on peut réussir la transition qui ferait passer aujourd'hui la finance verte d'un produit de niche à un produit de masse. Et pour moi, c'est ça la transition qu'il faut qu'on réussisse aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont remarquables pour créer des nouveaux, entre guillemets, des nouvelles finances de niche. Il y en a qui sont formidables sur la parité, sur la dimension sociale, etc. Mais on n'est pas au même niveau de maturité. Donc, il faut qu'on progresse sur tous ces éléments-là, sur la biodiversité notamment. Mais il faut surtout qu'on réussisse à faire en sorte, si on veut véritablement financer le passage et la transition de grosso modo 85% de notre économie vers une économie bas carbone, il faut qu'on réussisse à la massification des outils de finance verte. Et sur ce domaine-là, je pense que la donnée climat est celle qui est la plus mûre pour accomplir cette transition. Comment jugez-vous la récente levée de green bonds allemands, qui est une levée duale? Est-ce qu'il faut commencer par ça, ou est-ce qu'on peut vraiment franchir une étape tout de suite en ne levant que des green bonds? Si vous voulez, le débat sur les green bonds est intéressant. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est pas quelque chose que beaucoup de gens partagent. Moi, les green bonds, c'est une très bonne chose parce que ça crée des actifs verts. Et sur le dos de ces actifs verts, on peut créer des produits verts pour l'épargnant et, si vous voulez, on peut nourrir l'amont du système. Mais je ne pense pas que les green bonds, en tout cas dans un futur proche, vont être une incitation considérable à la transition de notre économie. Parce qu'elles financent des projets qu'on aurait financés par des non-green bonds si on n'avait pas des green bonds. Elles ne plafonnent pas vers une amélioration d'un statu quo existant, on finance grosso modo des infrastructures qui pourraient tout aussi bien être financées par du non-green bond. Donc, le green bond, moi je trouve ça fabuleux parce que ça crée des actifs et qu'à terme, le jour où on arrivera et que l'émission de dette d'État sera à majorité des green bonds, c'est-à-dire dans un sacré bout de temps, là, il y aura potentiellement une pression sur, entre guillemets, le prix de l'endettement pour financer du vert contre financer du non-vert. Mais cette pression-là, elle n'arrivera pas dans les années qui suivent. Donc, les gens qui s'imaginent que les green bonds sont une façon de rendre le brun plus cher et le vert moins cher, à mon avis, se trompent de débat. C'est très bien les green bonds, mais ça ne remplit pas cet objectif. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'arriver à créer les conditions pour que l'immense masse d'épargne et en gros de finances privées s'oriente graduellement vers les endroits où il y a une marge de progression conséquente en termes d'abattement de carbone. C'est pour ça que je fais une recommandation sur les Sustainability Linked Bonds, parce que je pense qu'à contrario des Green Bonds, si on avait un Sustainability Linked Bond qui était bien construit, c'est-à-dire un outil d'endettement dont les conditions financières sont indexées à une performance environnementale et en gros qui est bien construit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher, on ne peut pas juste vendre des actifs ou un truc du genre, en ce cas, on a quelque chose qui s'inscrit dans une marge de progression.
quelque chose qui dit j'ai aujourd'hui un actif qui n'est pas vert, je vais le rendre plus vert. Et ça, je pense que c'est ça quand je dis la massification de l'orientation, c'est vers ça qu'on doit s'orienter et ça qu'on doit codifier. C'est pareil pour le label transition. Je vois une question sur l'articulation avec l'ISR et Greenfin. L'ISR et Greenfin, moi je ne suis pas du tout contre, je sais très bien, mais l'ISR, si je le regarde objectivement, c'est cette espèce de standard minimum qui ne garantit pas une performance de changement climatique. Je peux avoir un fonds ISR qui est sur une trajectoire 4 degrés. Je peux le faire. Donc, il ne remplit pas mon objectif de finance verte, de financement de la transition. En tout cas, pas, il peut le faire, hein, mais pas obligatoirement. Le label Greenfin, à contrario, c'est un label qui finance exclusivement l'économie de demain. Il finance l'économie de demain, du coup, il a un périmètre très, très restreint, et du coup, on ne peut pas indexer des immenses masses d'épargne dessus, parce qu'il n'y a pas assez de projets pour que l'épargne aille étudier. Vous pensez que si on commence à orienter, vous savez, si on s'inscrit dans une trajectoire où on veut orienter les 3 000 milliards d'épargne, en gros, en assurance vie et en produits réglementés. J'exagère, mais même si on veut aller dans des dimensions qui commencent à s'accumuler à plusieurs dizaines de milliards, il faut qu'on ait un outil qui est plus large. Et c'est pour ça que je propose le label transition, parce que je veux un outil qui a un objectif très clair, très défini. J'ai quand même un peu de méfiance quand on commence à ajouter plein d'objectifs. Souvent, la finalité devient de moins en moins lisible. Le label transition, il doit avoir un objectif très clair, très défini. C'est de faire baisser les émissions de carbone tout en s'inscrivant dans la trajectoire bas carbone. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a certaines industries qui, même en faisant baisser, ne rentrent pas dans cette trajectoire, donc qui ne devraient pas y être, ne devraient pas y avoir accès. Mais avec cet outil-là, on peut créer un outil d'une masse assez importante pour pouvoir après envisager, de façon, pour le coup, réglementaire, orienter des énormes masses d'épargne dans cette direction-là. Mais je crois que ça va être votre conclusion, vu l'horaire. Oui, ma collaboratrice me dit que oui. Écoutez, merci beaucoup. Hein. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Hein. Merci de nous avoir accordé du temps. Je crois qu'on est appelé à se revoir parce que visiblement, c'est un sujet sur lequel on reviendra. Oui, absolument. Je suis sûr, pendant les années qui suivent. Merci à vous et bonne séance. Au revoir. Au revoir.